Si on regarde d'un point de vue tout simplement des échanges commerciaux, nous savons qu'il y a eu d'abord une première mondialisation qui a eu lieu entre la fin du 19e et la guerre de 1914-1918. Après, nous avons une période dans les années 20 et dans les années 30 qui est plutôt marquée par une réduction du commerce international, et cette période se poursuit dans la période de l'après-Seconde Guerre mondiale, et de fait, on voit que les échanges internationaux ne commencent à s'accroître par rapport au PIB mondial, parce qu'il faut toujours rapporter ces échanges au PIB mondial, ne commencent à s'accroître que dans les années 1970. Alors, il y a un premier tournant qui est un tournant extrêmement important, c'est le tournant des années 80 et du début des années 1990, parce que là, on voit qu'il y a toute une série de mesures qui sont prises. Il y a une grande libération du commerce international. Il y a aussi des actions de libéralisation à l'intérieur des grandes économies. Il y a des actions de démonopolisation, de dénationalisation, et on aboutit à la naissance de l'OMC au début des années 2000. Et puis, il y a une deuxième date extrêmement importante, c'est la crise de 2008-2009. Vous savez, cette crise que l'on appelle la crise des subprimes, mais qui a été en réalité bien autre chose. C'est une crise qui est certes partie des États-Unis, mais qui s'est propagée dans l'ensemble du monde à cause justement des mécanismes de finance dérégulés que l'on avait mis en place dans les 20 années précédentes. Eh bien, cette crise entraîne une cassure de la montée sans cesse plus importante des échanges internationaux dans le PIB mondial et une forme de stagnation qui va durer jusqu'en 2015-2016. Et ce qui est intéressant, et c'est le troisième point important, c'est qu'à partir de 2016-2017, on voit que la part des échanges internationaux dans le PIB mondial commence à décliner. Ça va décliner de manière extrêmement importante avec la crise de la Covid-19, mais ça commence à décliner avant cette crise. Donc on peut penser que la crise de la Covid n'a fait d'une certaine manière qu'accélérer un mouvement. Et aujourd'hui, on est revenu à des niveaux qui sont des niveaux plutôt du début des années 2000. Quand on parle du commerce international, il n'y a jamais eu de doux commerce. Toujours, le navire marchand a été précédé par le navire de guerre. Le fait, je dirais, le plus typique, c'est la manière dont les États-Unis ont ouvert le marché japonais avec des canonnières, et ils ont forcé l'entrée des ports japonais. Ils ont infligé une défaite au Japon qui était à l'époque très autarcique. Il n'était même pas protectionniste, il était carrément autarcique. Et cette défaite, elle est absolument essentielle si on veut comprendre comment la psyché japonaise s'est reconstruite et si on veut comprendre toute la culture politique japonaise à partir de ce moment-là. Donc, en réalité, il n'y a jamais eu de doux commerce. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a présenté le développement des liens économiques internationaux comme une manière de lier les pays entre eux et d'éviter ainsi qu'ils ne se fassent la guerre. Or, en réalité, le fait que deux pays soient liés entre eux, par exemple la France et l'Allemagne, qui étaient chacun le premier partenaire de l'autre en 1914, ne les a pas empêchés de se sauter à la gorge et de se massacrer allègrement, justement, de 1914 à 1918. Donc on voit que non seulement l'image générale du doux commerce est fausse, mais que tous les exemples que l'on peut prendre montrent qu'en général, il y a toujours des guerres entre des pays qui se connaissent bien, des pays qui commercent entre eux, et que donc le commerce n'est pas du tout, d'une certaine manière, une alternative à la guerre. On pourrait même dire l'inverse. Moins on commerce avec un pays, moins on a des relations, à condition bien entendu que ces pays soient de niveau de développement à peu près équivalent, et moins d'une certaine manière on a des raisons de se faire la guerre. Il faut toujours se rappeler que la volonté d'obtenir des avantages commerciaux par la force
a toujours été l'un des grands moteurs des guerres. Il est très clair que l'idéologie de la mondialisation, parce qu'il faut bien séparer la réalité, les faits, le fait que, bien sûr, le commerce international existe, qu'il a pu se développer comme il peut aujourd'hui se rétracter, d'une idéologie qui est l'idéologie qui consiste à dire notre avenir c'est de faire de la Terre un village global, le commerce de tous entre tous qui doit remplacer évidemment l'expression de Hobbes, la guerre de tous contre tous. Alors là on voit bien les limites de cette idéologie et on voit bien que à travers les démarches, à travers les initiatives qui sont prises pour tenter de faciliter justement ce développement du commerce international, on aboutit à une dépolitisation des relations internationales, une dépolitisation qui ne fait que couvrir en réalité une domination d'un pays, les États-Unis, et quand cette domination est remise en cause, eh bien, tout ce discours sur la dépolitisation s'effondre extrêmement rapidement. Alors, il faut ajouter une chose, c'est que, et c'est probablement l'une des erreurs essentielles de cette idéologie de la mondialisation, elle consiste à concevoir les relations internationales, à concevoir l'ensemble du monde comme un espace lisse, comme un espace dans lequel il n'y a pas d'aspérité, qu'il s'agisse d'aspérité économique, d'aspérité culturelle, d'aspérité politique. Or, en réalité, cet espace lisse, qui correspond en fait à ce qu'est la mer, hein, si vous voulez, la mer est d'une certaine manière un espace lisse, eh bien ça ne correspond pas du tout à la réalité des choses, et en fait on est beaucoup plus sur des logiques terrestres, des logiques territoriales. Dès qu'il y a des territoires, dès qu'il y a de la terre, on peut la posséder, on peut réclamer des morceaux face à un autre, on construit des États, on construit donc des frontières, et ce faisant, on crée des aspérités croissantes dans le monde. Donc, là où cette idéologie de la mondialisation non seulement est fausse, mais se révèle extrêmement mensongère de la part de ceux qui la tiennent, ça consiste à justement considérer le monde comme un espace lisse, alors qu'il est au contraire un espace hautement rugueux, rempli d'aspérité. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé et dont je parle dans ce livre et qui était très importante, c'est le fait que les États-Unis ne croient plus à la mondialisation. Ils ne croient plus à la mondialisation, non pas depuis Donald Trump, comme on le dit très souvent, mais en fait depuis le deuxième mandat de Barack Obama. C'est au moment de ce mandat que les États-Unis ont mis en place toute une série de mesures qui sont à la fois des mesures de type protectionnisme, mais qui sont surtout des mesures qui cherchent à imposer le droit américain comme norme du droit international. Et ce faisant, évidemment, il provoque, et c'est tout à fait naturel, une réaction d'un certain nombre d'autres pays, et ils accroissent, de ce point de vue-là, je dirais, les aspérités du monde, alors qu'ils faisaient mine de vouloir les réduire. En réalité, quand on regarde la politique menée par Donald Trump, la manière dont il a retoqué toute une série de grands accords internationaux, ou dont il les a réécrits, eh bien on voit qu'il est beaucoup plus dans la continuité avec Barack Obama du deuxième mandat. Je ne parle pas du Barack Obama du premier mandat, le Barack Obama du deuxième mandat, et que par ailleurs, Joe Biden est beaucoup plus dans la continuité de Donald Trump qu'il ne veut bien l'admettre publiquement aujourd'hui. Or, quand on voit par exemple sur les relations avec la Chine, c'est tout à fait évident. Après, bien sûr qu'il y a eu toute une série de mouvements qui sont d'une certaine manière les conséquences politiques de la mondialisation, mais qui en retour accroissent les tendances à la démondialisation. Bien sûr, le Brexit qui est d'abord et avant tout une forme de révolte des classes populaires britanniques, et on l'a vu à l'élection de 2019,
celle de fin 2019, que Boris Johnson a largement remportée, et grâce à laquelle, d'une certaine manière, il a eu un Parlement qui l'a appuyé dans la négociation avec Bruxelles. Dans cette élection, ce qui a fait le triomphe de Boris Johnson et des conservateurs pro-Brexit, eh bien, c'est le fait que les classes populaires qui avant votaient travaillistes depuis des décennies, vous savez, cette espèce de ceinture ouvrière de Birmingham qui remonte après vers l'Écosse, etc., elle a volé en éclats et elle s'est donné des députés conservateurs. Alors ça, c'est une première chose. On a aussi, bien entendu, le mouvement des Gilets jaunes en France. On a différents mouvements de contestation qui sont apparus en Italie et dans d'autres pays d'Europe. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, la mondialisation, ou plutôt les conséquences de la mondialisation, ont provoqué des réactions de plus en plus fortes dans toute une série de pays, et que l'addition de ces réactions aboutit à accélérer le phénomène actuel de démondialisation. Oui, mais il faut là dire une chose, c'est que je pense que même si la démondialisation avait commencé plus tôt, on aurait d'une certaine manière aussi vu apparaître ce phénomène de désoccidentalisation du monde. Rappelons une chose, si on prend l'économie mondiale au XVIe ou au XVIIe siècle, dans les calculs qui sont faits d'un hypothétique PIB mondial, alors évidemment il y a énormément d'incertitudes, c'est normal quand on reconstruit des données très en avant dans l'histoire. Bon, je pense par exemple au calcul qu'a réalisé Angus Maddison. Eh bien on voit qu'il y a deux pays qui sont dominants dans l'économie mondiale, c'est l'Inde et la Chine. Or, ce qui s'est passé à partir du XVIIIe siècle, et évidemment surtout au XIXe et au début du XXe, c'est l'effondrement du poids de ces deux pays. Ce qui a donné un poids apparent tout à fait dominant aux pays occidentaux, disons à l'Europe occidentale, parce qu'il y a une partie de l'Europe qui n'a été inclue dans le phénomène de l'industrialisation et du développement que très tardivement, et aux États-Unis. Or, avec, je dirais, l'extension de l'industrialisation dans les différents pays, avec le renouveau industriel que l'on a connu en Chine depuis la fin des années 70 et le début des années 80, en Inde depuis même un petit peu plus longtemps, eh bien on est aujourd'hui en face d'un espèce de retour à la normale, et ce retour à la normale, c'est le retour de la Chine et de l'Inde comme des puissances majeures de l'économie mondiale. Maintenant, il est vrai aussi, et c'est une autre, si vous voulez, c'est une autre dimension du problème, que le phénomène de la mondialisation a abouti à affaiblir de manière tout à fait considérable les économies développées. C'est d'ailleurs un paradoxe assez intéressant. Ce sont ces économies qui se sont fait les chantres de la mondialisation, et ce sont elles qui ont le plus souffert, qui ont le plus décliné dans cette mondialisation. Et ce que l'on voit, et c'est évidemment accéléré avec la crise de la Covid-19, eh bien, c'est que désormais, des pays comme la Chine, et je dirais l'ensemble de la zone qui entoure la Chine, alors bien sûr il y a le Japon, mais il y a aussi la Corée du Sud, il y a le Vietnam, bon, il y a ce qu'on appelle les petits dragons, il y a, si on va un petit peu plus loin, la Malaisie, l'Indonésie, bon, tous ces pays se développent et se sont développés, mais se développent actuellement de manière nettement plus rapide que l'Europe occidentale, voire que les États-Unis, et que l'Inde, qui a certes un rythme de développement
un peu plus lent que celui de la Chine, mais connaît depuis maintenant une quinzaine d'années un rythme de développement qui est quand même rapide, qui est soutenu, ce qui va en faire le deuxième poids lourd de l'économie mondiale. La Chine a dépassé les États-Unis, si on prend les calculs du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Elle a dépassé les États-Unis entre 2016 et 2017, mais on voit que l'Inde est aujourd'hui en train de monter très rapidement. Et cela a une conséquence, c'est que si on prend l'ensemble des pays occidentaux, les pays du G7, eh bien on voit que la part du G7 dans l'économie mondiale ne cesse de décliner. Le G7 qui était autour de 42-43% de l'économie mondiale au début des années 2000 est tombé aujourd'hui autour de 34-33%, c'est-à-dire au niveau de la Chine. Et on voit que, à contrario, la Chine et les pays émergents sont en train de monter très rapidement. Oui, vous avez raison d'insister là-dessus. En fait, il y a la constitution d'une idéologie de l'Union européenne qui décrit la mondialisation comme un phénomène à la fois nécessaire et un phénomène heureux. Donc un phénomène qu'il faut à tout prix renforcer, accélérer, etc. Cela vient de quoi ? Eh bien, il y a à la fois un intérêt économique et une position idéologique. L'intérêt économique, c'est l'intérêt de l'Allemagne. Rappelons que l'Allemagne est aujourd'hui le pays qui déséquilibre le plus le commerce international. Ce n'est pas la Chine. En fait, l'ampleur des excédents commerciaux de l'Allemagne, elle est supérieure aux excédents commerciaux chinois en valeur. Et si on regarde en pourcentage du produit intérieur brut, ces excédents commerciaux représentent en Allemagne de 6 à 8% de son PIB, alors qu'ils ne représentent qu'autour de 1,5-2% au mieux dans le cas de la Chine. Donc il y a bien là, je dirais, un intérêt allemand à s'ouvrir des marchés et à utiliser sa position assez privilégiée au cœur de l'Europe. Et puis, à côté de cela, vous avez un intérêt idéologique, ou plutôt une idéologie qui, il faut le souligner, a été développée par les Français. Plus précisément, pas par les Français en général, mais par les hauts fonctionnaires du ministère des Finances. C'est typiquement l'idéologie spontanée des inspecteurs généraux des finances qui défend à la fois la libre circulation des capitaux et le libre-échange. Alors pour des raisons parfaitement idéologiques. On peut aussi dire pour des raisons d'intérêt, parce que cela a permis à ces hauts fonctionnaires de s'ouvrir toute une série de positions de pouvoir dans le secteur privé qu'ils sont allés occuper. Vous regardez qui sont aujourd'hui très souvent les grands responsables des grands groupes privés français, eh bien, si vous regardez leur carrière, vous verrez qu'il y a 20 ans, ils étaient des hauts fonctionnaires. Et donc, on peut dire qu'il y a un petit groupe qui a pris une hégémonie culturelle dans le domaine économique et qui l'a utilisée à son profit afin justement de s'allier d'une certaine manière avec le discours tenu, mais là par intérêt très largement par l'Allemagne, et c'est de cette combinaison, je dirais, entre l'intérêt des exportateurs allemands et l'intérêt des hauts fonctionnaires du ministère des Finances français qui produit largement cette idéologie de l'Union européenne sur la mondialisation et le libre-échange. Il y a déjà eu de très nombreux grands enjeux mondiaux qui ont obligé les pays à se coordonner et à coopérer. Ce n'est pas, de ce point de vue-là, nouveau. On a pu avoir l'accès aux ressources énergétiques, on a pu avoir, par exemple, la santé dans le monde. Bon,
il y a toute une série de domaines dans lesquels les grands pays, l'ensemble des pays globalement, sont appelés à coopérer et à se coordonner. Donc là, il n'y a rien de réellement nouveau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que de voir dans ces objectifs mondiaux qui sont donnés, comme par exemple d'arriver à la neutralité carbone relativement rapidement, bon, même s'il y a de grandes différences, certains pays disent 2050, 2060, d'autres disent non, il faudrait pouvoir y arriver vers 2040, voire 2035, eh bien, il y a toujours des conflits entre ces pays. Prenons par exemple, sur le cas de la neutralité carbone, le conflit tout à fait évident qu'il y a aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne, elle, pousse à une neutralité carbone à travers l'importation de sources d'énergie, et en disant « Ah, c'est pas nous qui produisons cette énergie, donc il ne faut pas la compter chez nous ». Oui, c'est quand même vous qui l'utilisez, et si vous ne l'utilisiez pas, cette énergie qui est extrêmement polluante, qui est faite essentiellement à base de charbon, pour ceux qui viennent de Pologne, ne polluerait pas. Donc, ils disent « Oui, voilà, nous avons trouvé une solution ». Même si cette solution est une solution parfaitement, si vous voulez, non soutenable et non réaliste. Bon. Et ils disent à la France, vous devez démanteler le nucléaire. Or, en réalité, il est de l'intérêt de l'économie française, mais aussi de l'intérêt pour l'ensemble de l'Europe, que la France, qui a une expertise particulière dans le domaine nucléaire, retrouve la totalité de son expertise et se reconstitue, parce qu'elle l'était dans les années 90-2000, elle l'a perdue dans le courant disons, de 2000 à 2020, il faut qu'elle le retrouve absolument, cette expertise nucléaire qui ferait de la France une des grandes puissances productrices d'énergie propre, productrice d'une énergie décarbonée, et on voit là qu'il y a à l'évidence un conflit important, et si vous voulez, un des points sur lequel ce conflit se matérialise, c'est la question du prix européen de l'énergie. La France, et c'est tout à fait légitime, demande à ce que l'ampleur de l'énergie électrique d'origine nucléaire soit intégrée dans ce prix. Les Allemands le refusent, puisqu'eux disent oui, nous avons abandonné complètement le nucléaire. Et donc, on voit bien qu'il y a là un sujet d'opposition entre les deux pays, alors que ces deux pays prétendent poursuivre les mêmes objectifs et prétendent se coordonner pour l'atteinte de ces mêmes objectifs. Donc, on voit bien que ces volontés, ces tendances à la coopération et à la coordination n'empêcheront pas l'existence de manière extrêmement importante de conflits entre différents pays. Et la question qu'il faut savoir, c'est est-ce que nous allons une fois encore nous incliner devant l'Allemagne, ou bien est-ce que le gouvernement français dira aux dirigeants allemands, faites ce que vous voulez, nous faisons ce que nous voulons, et nous pensons que nous avons la meilleure des armes pour avancer justement vers cette neutralité carbone.